La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seule. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre patience pendant quelques minutes de retard. Et merci à tous de vous être rendus disponibles pour prendre part à notre webinaire. On va donc commencer. Je suis Rebecca Zantir, responsable de la communication et du marketing pour MSC francophone. Je suis en charge de modérer la présentation d'aujourd'hui. Alors, avant de commencer, s'il vous plaît, je voudrais vous présenter quelques points logistiques. Je vous invite à répondre dans la boîte à questions qui se situe à droite de votre écran, s'il vous plaît. Si vous nous entendez bien, pouvez-vous répondre oui pour qu'on s'en assure ou qu'on gère les petits problèmes techniques? Alors, par ailleurs, vous pourrez utiliser cette boîte pour poser vos questions tout au long du webinaire et nous y répondrons à la fin de la présentation. Enfin, veuillez noter que le webinaire est enregistré et que vous pouvez retrouver l'enregistrement sur notre site internet dès demain. Alors, le webinaire sera présenté par notre directrice pour l'Afrique francophone, Elisabeth Berthe, qui est parmi nous en direct de Seattle pour nous faire voyager un petit peu. Et nous avons également l'honneur d'accueillir Monsieur Yves Dehaut, qui est directeur régional Afrique de Small World Group et qui partagera avec nous sa vision et son expérience. En fin de webinaire, nous serons également rejoints par nos collègues Leïla et Seka, qui ont également participé à l'étude et qui seront là pour répondre aux questions éventuelles. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, s'il vous plaît, je voudrais vous demander encore un petit peu de patience pour pouvoir vous présenter MSC pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Alors, MSC est une société de conseil internationale qui stimule l'inclusion financière, économique et sociale en s'associant à l'ensemble des acteurs de l'écosystème digital. Nous travaillons avec nos clients et partenaires à travers le monde pour réaliser des améliorations durables et assurer un meilleur impact. Nous sommes au cœur de la révolution de la finance digitale depuis ses débuts. Aujourd'hui, nous travaillons avec les gouvernements, les banques, les entreprises de télécommunications et les fournisseurs de services tiers à travers l'Afrique et l'Asie principalement. Nous offrons des conseils stratégiques et opérationnels et aidons à mettre en œuvre des programmes en utilisant les données et les idées que nous tirons de nos travaux de recherche sur le terrain, qui sont enracinés dans une compréhension profonde des clients, de leurs besoins, de leurs perceptions, de leurs aspirations et de leurs comportements. Nous partageons également notre expérience à travers l'Institut EDIX, qui est notre organe de formation. Alors, hors période Covid, nous offrons à la fois des formations privées sur mesure, mais aussi des formations publiques à Dakar et à Abidjan essentiellement. Enfin, nous offrons des formations en ligne, bénéficiant, elles, d'une accréditation de l'Université du Québec. Nous avons déployé notre offre de formation pour faire face à la situation de la Covid-19. Plus récemment, nous avons lancé le site internet, le Hub de la finance digitale. Alors, le Hub de la finance digitale, c'est un site web 100% francophone qui offre du contenu diversifié, tel que des études de cas, des blogs, du matériel de formation, un calendrier d'événements à ne pas rater, mais aussi une section dédiée à l'écosystème des startups. Alors, ce site web est nouveau, n'hésitez pas à le visiter et à vous l'approprier, car cette plateforme est la vôtre. Et le but, c'est véritablement de favoriser les échanges et les partenariats entre les acteurs. Voici pour moi, je ne vous fais pas patienter plus longtemps. L'étude qui nous réunit aujourd'hui a été possible grâce à la Fondation Mastercard,
qui malheureusement ne peut pas se joindre à nous, mais qui nous adresse un message vidéo. Place à l'image, j'espère que vous allez entendre. Bon, je m'excuse parce qu'apparemment, vous n'entendez pas la vidéo. Vous la retrouverez de toute façon en ligne quand on mettra l'ensemble du webinaire en ligne sur notre site internet. Donc, je vais tout de suite passer la parole à notre directrice, Elisabeth Berthe. Ok, merci Rebecca. Mardi de cette juin, nous allons célébrer la Journée internationale des transferts de fonds familiaux. Notre webinaire aujourd'hui est consacré à ce sujet pour nous permettre de mettre en lumière l'importance des contributions financières des diasporas au bien-être de leur famille et au développement de leur pays d'origine. Les résultats qui vont vous être présentés sont issus de notre étude que nous avons récemment menée sur plusieurs corridors en Afrique de l'Ouest. Donc aujourd'hui, nous évoquerons tour à tour, tant que pour les migrants et pour leurs proches, les points suivants. Tout d'abord, les critères motivant le choix d'un service de transfert, puis les obstacles à l'utilisation des services financiers numériques et enfin les besoins financiers associés. Nous vous présenterons ensuite une série de prototypes produits que nous avons développés sur la base de notre analyse. À l'issue de notre présentation, M. Doro, directeur Afrique de Small World, partagera avec nous son expérience des marchés de transfert en Afrique de l'Ouest et nous consacrerons 20 minutes à questions et réponses afin d'approfondir ensemble le débat. L'équipe francophone de MSC a conduit une étude de septembre et novembre dernier sur les habitudes de transfert d'argent des migrants ivoiriens, maliens et sénégalais, ainsi que leurs proches dans les régions rurales de leur pays d'origine. Sur la base des besoins identifiés, l'objectif final a consisté à concevoir les prototypes de produits financiers adaptés. Nous avons mené 75 entretiens individuels auprès des membres de ces diasporas installés à Dakar, Paris et Abidjan. Nous avons également mené 3 groupes de discussion dans chacun des 3 pays d'origine dans les villages ruraux présentant des forts taux d'immigration. Le rapport associé évoque plus en détail l'ensemble de nos recommandations sur la base des personas identifiés au sein de notre échantillon de participants. Aujourd'hui, on voit avec les restrictions de mobilité et d'emploi, nous avons tous noté en cette période de crise sanitaire mondiale une diminution importante des envois des fonds, alors qu'ils représentent une part importante des revenus des ménages dans les pays d'origine et un filet de sécurité pour les millions de familles dans le monde.
En 2018, le marché des transferts internationaux en Côte d'Ivoire, Mali et Sénégal représentait 3,7 milliards de dollars. Une majeure partie des fonds envoyés provient de France, où les diasporas ivoiriennes, maliennes et sénégalaises représentent 2/3 des populations francophones ouest-africaines. Les Maliens représentent une des populations immigrées les plus importantes au Sénégal et en Côte d'Ivoire. On estime que 3/4 des envois des fonds reçus servent à couvrir les besoins essentiels des ménages, donc à savoir les dépenses en alimentation, en santé et éducation, ainsi que le loyer des factures d'eau et d'électricité associées. Si des services numériques de transfert d'argent ont été commercialisés depuis une quinzaine d'années, le niveau d'adoption pour les migrants et leurs familles demeure faible. Donc, parmi les migrants que nous avons interviewés en France, dans le cadre de notre étude, seuls 15,15% utilisaient un canal numérique. Donc, ça veut dire une application mobile ou un site web pour envoyer l'argent à leurs proches. L'utilisation des services numériques est principalement observée au sein de la diaspora sénégalaise. Pour les migrants maliens installés à Dakar et Abidjan, plus de 2/3 de notre échantillon envoyé de l'argent via un opérateur téléphonique mobile en raison de l'accessibilité du service dans les régions reculées du Mali. OK, donc maintenant on va parcourir ensemble dans un premier temps le parcours client des migrants et de leur famille. Donc le parcours client évoque les expériences de ces clients lorsqu'ils interagissent avec une entreprise et sa marque. Plutôt que d'analyser seulement une étape de la transaction financière ou de l'expérience du client, le parcours client documente l'expérience complète du client depuis la prise de la connaissance d'un service, le produit, jusqu'à l'aboutissement de son utilisation à travers l'évaluation de sa satisfaction. Nous avons élaboré sur une base de la catégorie socio-professionnelle des migrants et la durée de leur séjour dans le pays d'accueil 3 catégories de migrants, donc le parcours client varie. Pour les migrants temporaires, donc ça, par exemple, c'est les ouvriers, les agents de nettoyage, les travailleurs saisonniers dans les restaurants. Et ce groupe est installé depuis moins de 3 ans dans le pays d'accueil. Ils sont peu lettrés et c'est pourquoi ils ont un recours au service de transfert au guichet. Les migrants économiques, donc là, parmi eux, on comptait les agents de sécurité, les services d'aide à la personne, les petits entrepreneurs et les artisans. Donc, eux sont installés depuis 5 ans. Leur motif d'émigration est avant tout financier. Ils sont très attachés à leur pays d'origine et conservent des liens étroits avec leur famille et leur communauté. Ils prévoient à terme de rentrer dans leur pays d'origine et font des projets d'investissement immobilier. Ils sont lettrés. Ils ont recours à Internet pour les achats, pour les biens de consommation, mais ils ne sont pas au courant des dernières innovations financières. Les migrants permanents sont installés depuis plus de 10 ans. Ils projettent de ne pas rentrer dans leur pays d'origine et conservent un sens de responsabilité envers leur famille et prospectent des opportunités d'investissement immobilier économique de leurs proches comme pour eux-mêmes. Dans le parcours client, les clients temporaires s'informent des services de transfert existants auprès de leur communauté, aux amis qui ayant immigré avant eux, et ne sont pas très au courant des services disponibles en ligne. Ils possèdent un smartphone et communiquent via des messages vocaux sur WhatsApp et Facebook avec leur famille et leurs amis. Ils connaissent des services de transfert argent historiques comme RIA ou Western Union ou MoneyGram, mais leur faible niveau d'éducation, notamment financière, font qu'ils préfèrent avoir recours aux services de transfert au guichet où l'agent facilite leurs transactions. En France, la loi requiert d'avoir un compte bancaire pour recevoir son salaire. De ce fait, les migrants temporaires, bien qu'ils soient faiblement
inclut financièrement un compte bancaire qu'ils utilisent pour retirer leur salaire. Et souvent, c'est comme on voit avec Mobile Money aussi, souvent c'est une seule fois et en espèces. Quant aux migrants économiques, ils sont plus conscients des options de transfert disponibles. Ils utilisent l'Internet, par exemple, pour comparer l'offre de services, pour consulter ou participer dans les forums de discussion pour sélectionner le service de leur choix. Ils ne sont pas vraiment attachés à un service en particulier, en font prévaloir le coût, excepté dans les cas d'urgence ou en raison de leurs contraintes financières. Ils ont recours à des services informels, notamment entre amis. Et enfin, les migrants permanents disposent d'une éducation et des revenus plus élevés. Ils utilisent de nombreux services numériques comme e-commerce, les applications mobiles, les banques en ligne, les achats de billets d'avion, etc. Ils se méfient ces cas de fraude financière sur Internet et préfèrent de se remettre aux services qu'ils ont l'habitude d'utiliser, plutôt de se risquer sur les services en ligne, même si elles sont plus abordables. En dépit de pénétration mobile élevée, le taux d'usage des services numériques reste faible. Donc, tous les envoyeurs dans notre enquête disposent d'un téléphone portable. Les migrants temporaires préfèrent faire des envois au fond des guichets en raison de leur faible niveau d'autonomie dans l'usage des services numériques liés à leur faible niveau d'éducation. Les migrants économiques et les migrants permanents qui ont plus de 50 ans trouvent que les procédures d'inscription aux services de transfert en ligne sont trop longues et sont trop complexes et préfèrent avoir recours aux services au guichet. La sensibilisation, l'éducation financière et l'accès à des services abordables sont des éléments essentiels pour les migrants et dans leur nouveau pays de résidence et pour leurs familles au pays. Donc cela, ça permet aux migrants de faire des choix éclairés sur le moyen le moins cher et le plus sûr d'envoyer l'argent chez eux et leur permettra de comprendre les produits financiers dans lesquels leurs familles peuvent investir. Cela renforcera à son tour les systèmes financiers dans les pays d'origine et de résidence. Parmi les considérations pour attirer plus de monde sur les canaux numériques, il faut prendre en compte que la connaissance des services numériques pour les migrants est variable. Certains participants lors de nos entretiens étaient surpris d'apprendre que, par exemple, Western Union déposait une application mobile lorsqu'ils connaissaient bien le service de transfert international d'Orange Money. La préférence pour un canal plutôt qu'un autre est liée à sa facilité d'utilisation pour eux-mêmes et pour le receveur aussi, à la capacité pour le receveur de retirer facilement les fonds près de chez lui, au coût de transfert et à sa sécurité. Pour les migrants permanents, un programme de fidélité et un service performant créeront une adhésion au service. Les attentions à l'occasion des fêtes nationales et religieuses ou de leur anniversaire contribuent à renforcer leur attachement au service. En sensibilité du prix pour les migrants temporaires et pour les économiques, le coût d'envoi reste la préoccupation majeure. Leur objectif est de maximiser la somme d'argent perçue par la famille ou consacrée à l'épargne ou investissement dans leur pays d'origine. Si les options de transfert en ligne sont moins coûteuses, ils ne sont que rarement au courant de leur existence. Et la politique de double facturation de Orange Money sur le corridor de la France vers le Mali et Côte d'Ivoire, ou encore depuis le Côte d'Ivoire et le Sénégal vers le Mali, a été cité comme allant contre l'usage des services à de nombreuses reprises, bien que Orange Money soit le service le plus accessible sur le territoire malien. Les migrants permanents restent préoccupés par la sécurité de leurs transactions en ligne, malgré les dispositifs existants. Donc, par exemple, quand on voit sur l'écran le cadenas de sécurité ou la double authentification. De même, ils sont concernés par l'utilisation de leurs données personnelles en ligne.
et questions de propriété de leurs données, notamment lorsque l'application est adossée à une autre plateforme telle que Facebook, ou lorsque les opérateurs de téléphonie mobile ont un accès non protégé aux données à leurs usagers. On a vu pour le corridor Sénégal que nous avons remarqué que les envoyeurs ont un fort sentiment de détachement national et lorsque c'est possible, recours à des opérateurs sénégalais. Et avec les réseaux sociaux, les personnes qui envoient les fonds utilisent activement les réseaux sociaux pour entrer en contact avec leur famille. Pour l'envoi, ils utilisent cet outil pour contacter le receveur pour prévenir qu'il y a un envoi et valident la réception des fonds. Ils utilisent également la fonctionnalité vocale qui facilite les interactions avec leur famille dont le niveau d'alphabétisation est faible. Malgré les risques associés, donc on voit toujours que les canaux informels sont utilisés indifféremment de la catégorie des migrants. Parmi les raisons, les plateformes de transfert d'argent et les contraintes de mobilité ou d'accès cherchent à contourner. Au Mali, les envois informels sont majoritaires. Il est estimé que 50% des transferts reçus sont informels. L'accessibilité et la facilité d'utilisation et les prix sont des critères déterminants dans le choix de l'informel. Cependant, la confiance communautaire, c'est un critère de taille. Et bien sûr, avec le COVID, ça a réduit le recours à l'informel, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre de l'informalité. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce secteur? Donc, par exemple, on voit dans l'ensemble des villages où nous nous sommes rendus, le commerçant local joue un rôle de banquier au sein de la communauté. Et donc, ils offrent plusieurs services financiers. Donc, la tenue de compte et le suivi des dépenses, le retrait et le dépôt d'espèces, les ventes d'espèces et le stockage des fonds sans retrait immédiat. Ces services par ces commerçants sont personnalisés, flexibles, à proximité et sont basés sur une relation humaine de confiance. Aussi, nous avons observé que les compagnies régionales de transport jouent un rôle important dans le quotidien des Maliens en raison de la géographie et la structure économique du pays. Ces compagnies offrent des transferts de fonds sécurisés à travers un système de réservation. Et les gens aiment bien ça parce qu'ils ont une préférence pour leur facilité d'accès, leur rapidité, leur coût plus faible, notamment pour les montants plus importants. Quand on regarde le comportement des envoyeurs, le billet de statu quo consiste pour un client à recourir à un service par habitude et c'est très présent. Pour les migrants temporaires ou économiques qui sont sensibles au coût, les compagnies de marketing devraient mettre l'accent sur le coût avantageux des services en ligne par rapport aux sociétés de transfert d'argent traditionnelles. Ces campagnes de marketing devraient se concentrer sur les actions de terrain au sein des communautés de diaspora. Pour leur part, les fintechs et les autres opérateurs numériques devraient davantage accompagner les migrants temporaires dans la procédure d'inscription et de transaction à travers des solutions audio et contenus pédagogiques vidéo diffusés via des systèmes de messagerie comme WhatsApp ou Facebook. Un migrant serait ainsi en mesure d'être accompagné tout le long de son parcours. Pour installer la confiance dans les transactions, le processus de résolution de recours doivent être très clairs et faciles à trouver. Les migrants devraient être en mesure de donner un consentement éclairé à l'utilisation de leurs données personnelles. De ce fait, pour chaque transaction, le fournisseur devrait rappeler l'utilisation concrète des données. Dans le parcours client pour les receveurs, les receveurs sont tout aussi importants car ils exercent une influence sur les critères de sélection des transferts par les envoyeurs. Le choix de service dépend fortement de l'accessibilité des receveurs au point d'accès et aux liquidités aussi.
En ce qui concerne les receveurs de fonds, la segmentation de notre échantillon nous a permis de voir émerger une diversité de profils. Donc, les digital natives, donc les gens qui ont grandi avec les téléphones, qui sont dans une situation de précarité économique, les travailleurs informels comme des commerçants ou des artisans, et des petits agriculteurs et des éleveurs. L'utilisation des fonds reçus se destine au premier lieu de couvrir les dépenses courantes des foyers. Donc, c'est par exemple l'alimentation, les factures d'eau et d'électricité, l'achat des vêtements ou matières scolaires pour les enfants, ou encore les dépenses de santé imprévues ou récurrentes. Certains des agriculteurs et éleveurs rencontrés reçoivent le prix financier de leurs proches pour l'achat des semences ou des engrais, lorsque les jeunes entrepreneurs reçoivent le prix financier de leurs proches pour initier ou développer leur propre commerce. Généralement, ils connaissaient ou en ont entendu parler des services soit à travers des panneaux publicitaires, des spots radio et télévision, ou soit à travers de leur réseau personnel. Pour autant, les receveurs préfèrent fixer fier aux recommandations de leur famille ou amis. Il faut exploiter le marketing de recommandations. Dans les familles, c'est les jeunes qui se chargent de recevoir les fonds transférés et de distribuer au sein du foyer. Bien que les receveurs déposent un téléphone portable et 2/3 d'un compte mobile money, le recours de services digitaux de transfert demeure très faible. Parmi les défis identifiés à l'inclusion financière des receveurs dans notre étude, on compte le faible niveau d'éducation financière et culture numérique qui sont insuffisants pour l'adoption des services financiers numériques. Les frais de retrait sont un frein aussi pour les utilisateurs. Donc, c'est quoi les pain points? Quand on parle de pain points en marketing, les pain points, c'est les points de douleur qui se définissent comme autant des besoins, des désirs ou des inquiétudes. Donc, ça peut être réel ou ressenti que votre client peut avoir et qui pourrait se résoudre en achetant votre service. En Côte d'Ivoire, certains hommes adultes ont toutefois mis leur préférence pour le service de transfert d'argent de Orange Money pour éviter des problèmes de conformité et d'avoir un accès rapide aux liquidités. On a vu souvent, ça sorti souvent dans les enquêtes qu'il y a souvent des erreurs sur le nom de receveur dans la voix. Par exemple, on met le nom de famille en place de prénom et quand la personne le receveur part pour chercher les fonds, comme le nom ne correspond pas avec leur pièce d'identité, il ne peut pas retirer l'argent. Chez le receveur, il y a quelques considérations quand on pense à comment faire augmenter l'adoption des services numériques. Donc, pour les receveurs, on voit qu'il y a une perception de gain de temps en utilisant les services de guichet tels que Wari. Et une partie des fonds sont souvent destinés au paiement par exemple, pour les frais scolaires. Et on a vu surtout, par exemple, en Côte d'Ivoire, les receveurs sont pas très à l'aise pour utiliser les paiements en ligne. Donc, il y a une préférence que quand les fonds arrivent, ça passe directement pour payer les factures. Donc, ces connexions sont importantes parce que ça peut gagner du temps pour eux aussi. Dans l'accessibilité, l'accès des canaux de transfert des fonds est un défi majeur dans les zones rurales. Les sociétés de transfert d'argent sont surtout en ville. Aussi, l'absence des points d'accès au sein des villages pèse négativement sur l'autonomie et la sécurité des femmes et des personnes âgées. Par exemple, on a vu dans un village au Sénégal, les femmes ont rencontré se plaigner des problèmes de réseau qui les contraint depuis 3 mois de se rendre à Louga, qui est la préfecture des régions situées à 10 km de leur domicile, pour retirer de l'argent. Et ça implique le paiement de transport aller-retour.
Les fraudes pour les transactions de mobile money et les erreurs de numéros contribuent à diminuer la confiance des usagers dans les services de mobile money et pouvant à terme contraindre l'utilisation des services par les usagers pour les transferts internationaux. Enfin, l'expérience des receveurs en milieu rural est souvent ternie par les problèmes de connectivité et disponibilité des liquidités. Cette dernière observation est particulièrement vraie au Mali, où la couverture réseau est faible et le maillage entre les réseaux d'agents des banques, des opérateurs de téléphonie mobile et des sociétés de transfert d'argent est faible sur le territoire national. Cependant, on a vu que les envoyeurs maliens au Sénégal ont l'habitude d'envoyer l'argent via Orange Money, malgré la politique de double facturation, puisque Orange bénéficiait d'un plus large réseau d'agents au Mali. Comme nous avons noté pour les envoyeurs, pour augmenter le nombre d'utilisateurs qui ont une faible culture numérique, il faut faire plus pour produire les vidéos sur les réseaux sociaux pour chaque étape dans l'enregistrement et dans l'utilisation afin d'économiser du temps et de faciliter les opérations. Les receveurs cherchent des solutions rapides, donc le fait de faire des partenariats locaux sera fortement apprécié. Donc, ça peut être pour le retrait d'argent, pour le paiement de factures d'électricité, les frais de scolarité, etc. En accessibilité, le manque récurrent de liquidité qu'on vient de mentionner continue d'être un problème majeur et les clients ne reviennent pas après avoir eu un problème. Donc, il est vraiment nécessaire d'améliorer la gestion de liquidité au sein des réseaux d'agents à travers, d'exemple, les systèmes d'alerte qui sont automatisés lorsqu'un palier critique est atteint. Donc, il y a des choses qu'on peut bien apprendre des opérateurs téléphoniques qui ont mis des systèmes en place comme ça. Afin de remédier au manque de points de retrait, les réseaux d'agents de proximité pourraient être développés en s'appuyant sur les commerçants locaux comme les épiciers qui jouent un rôle de banquier informel au sein des villages. Pour sécuriser la réception des fonds, les partenariats entre les sociétés de transfert fintech et les opérateurs téléphoniques mobiles devraient être favorisés afin de sécuriser les fonds des receveurs reçus sur un compte mobile. De même façon, la lecture des empreintes digitales au point de retrait permet de contourner des problèmes de conformité souvent rencontrés par les receveurs. Et ça c'est surtout qu'est-ce que je viens de parler sur cette inversion de nom et prénom. Les receveurs sont fortement influencés par les émotions, en particulier les jeunes. Les sociétés de transfert, au même titre que les fintechs, devraient développer des offres promotionnelles à l'occasion des grands événements, par exemple au Sénégal pour le Magal de Touba. Les jeunes sont très aguerris aux derniers services numériques et leur utilisation et peuvent être mobilisés comme ambassadeurs de la marque. Donc, il faut penser à eux aussi dans les campagnes de marketing. Okay, examinons maintenant les raisons pour lesquelles les migrants envoient l'argent chez eux, quels sont leurs besoins et ceux de leur famille. On voit surtout chez les femmes une constance d'envoi. Donc, les femmes migrantes ont une tendance d'envoyer des fonds pour couvrir les besoins élémentaires de santé et d'éducation. Il y a une migrante ivoirienne qui a mentionné d'avoir envoyé tous les mois l'argent nécessaire pour couvrir les frais universitaires de son jeune neveu, par exemple. Et les femmes migrantes envoient souvent des montants moins élevés, mais du fait que de la fréquence, elles sont confrontées à des frais d'envoi plus élevés. Les migrants financent des infrastructures de base dans leur village d'origine, donc accès à eau potable, l'électricité, des routes, des centres de soins et des écoles. Et certains migrants épargnent en groupe dans le cadre d'une association de diaspora.
Donc, ça peut être pendant, ils économisent pendant plus d'un an pour financer des produits d'infrastructure. Et lors des fêtes, aussi, ils envoient l'argent spécifique aux dépenses associées. Et souvent, c'est des montants plus importants. Donc, c'est un secteur qu'il y a des opportunités à développer des produits spécifiquement pour ce sujet. On a vu que les envoyeurs veulent aussi avoir plus de contrôle sur les dépenses. Donc, certains migrants veillent à ce que l'argent envoyé soit alloué aux bonnes dépenses afin de s'assurer que l'argent contribué améliorer le bien-être de leurs proches. Et pour couvrir les dépenses de santé, les receveurs sont indépendants à 100% de l'argent envoyé par leurs proches depuis l'étranger. Les personnes âgées ont besoin des soins préventifs et une couverture médicale pour la prise en charge des maladies chroniques. Les populations rurales maliennes et ivoiriennes accordent une grande importance à l'éducation. Les migrants souhaitent investir dans le capital humain de leurs proches. Et les envoyeurs des fonds comme leurs proches ont accueilli favorablement la possibilité de paiement de frais de scolarité à distance pour gagner du temps et assurer une bonne utilisation des fonds. Certains envoyeurs envisagent de créer leur propre entreprise ou d'investir dans une entreprise prometteuse dans leur pays d'origine. En parallèle, certains financent les projets d'entreprise de leurs frères et de leurs sœurs pour les aider à s'autonomiser financièrement. En raison de l'utilisation des services multiples pour les transferts des fonds, il est difficile pour les envoyeurs comme les receveurs de disposer d'une véritable historique de crédit. Les migrants économiques et les migrants permanents cherchent aussi à investir sur le long terme dans les biens immobiliers de qualité. Ils recherchent des sociétés fiables pour les accompagner dans la recherche de biens immobiliers, la supervision des travaux de construction et l'entretien des maisons familiales. Les besoins financiers sont aussi étroitement liés à la catégorie des migrants. Donc, on voit pour les migrants temporaires, souhaitent subvenir aux besoins de santé de leurs proches, les aider à rénover leur logement ou encore leur prêter de l'argent pour se lancer dans une activité commerciale. Les migrants économiques souhaitent tout en avant de contribuer au développement communautaire de leur village d'origine et contribuer financièrement de l'éducation de leurs proches. Et les migrants permanents souhaitent souscrire à des produits d'assurance maladie pour une prise en charge de qualité de soins de leurs proches, recourir à des prêts immobiliers pour l'investissement personnel et locatif, investir dans les projets à large impact social et environnemental. Donc, des solutions digitales ont déjà vu le jour pour répondre aux besoins des envoyeurs. Donc, c'est le cas notamment de Wizodia. Donc, Wizodia, c'est une fintech qui accompagne les diasporas dans leur projet de construction et d'investissement immobilier. Il opère en Côte d'Ivoire, Cameroun, au Togo et au Bénin. Wizodia aide les migrants à identifier les terrains à l'achat et propose des modèles de maisons sur un plan ainsi que les solutions de financement adaptées. Aussi, Wizodia propose des investissements locatifs. L'entreprise s'appuie pour cela sur un réseau d'experts locaux de BTP qui assure la coordination des travaux. Les services recouvrent l'obtention du permis de construire, l'étude de faisabilité, l'acquisition de terrain et l'ouverture de chantiers, etc. Ce type de solution d'intermédiation immobilière est 100% digital, adapté ainsi aux besoins des migrants aisés et des repats, qui sont souvent des cadres africains formés qui travaillent à l'étranger, qui souhaitent investir dans leur pays d'origine en prévision de leur retour prochain. On voit avec les receveurs qu'il y a des opportunités pour le développement de cash to goods et des produits d'assurance, par exemple.
Après avoir satisfait leurs besoins primaires, les receveurs peuvent épargner, investir dans l'acquisition de biens ou dans les activités génératrices qui contribuent à l'emploi et à la transformation locale. Les modèles innovants de notation de crédit peuvent également tirer parti de l'historique du crédit de paiement et des receveurs pour les aider à accéder à des services financiers comme le crédit. L'éducation financière et l'accompagnement, comme on a bien entendu, est nécessaire pour offrir des solutions de valeur, pour offrir des solutions de valeur ajoutée. Donc, un autre exemple qu'on a trouvé qui écoute bien les besoins, c'est le FinTech JobaCash. Donc, JobaCash a créé un système basé sur les coupons qui le destinataire peut utiliser instantanément pour les dépenses en nourriture, les soins de santé, achat de crédit téléphonique ou une souscription pour une assurance pour un montant allant jusqu'à $1,100. Le service est déjà disponible dans plus de 140 destinations en Europe, en Asie, Afrique et en Amérique. En Côte d'Ivoire, grâce à un réseau national des partenaires, les familles peuvent utiliser des coupons auprès de 1500 points de santé, comme les cliniques privées ou des pharmacies et 160 marchés. Enfin, sur la base des entretiens et des besoins financiers exprimés pour les migrants et leurs familles, nous avons mis en place plusieurs prototypes pour lesquels nous sommes actuellement à la recherche des organisations partenaires pour les tester. Notre premier prototype, c'est une e-plateforme pour les paiements des services pour grouper les services sociaux d'éducation et de santé. Comme nous avons noté, les femmes migrants ont une tendance d'envoyer des fonds pour couvrir les dépenses d'éducation et santé et à sa fréquence régulière. Les frais de santé augmentent avec le lancement de durée de vie des populations. Le produit qu'on propose regrouperait le paiement des frais de santé et de scolarité afin de réduire les frais de transaction, et ce par le biais de la plateforme numérique multicanal qui intègre l'Internet, l'application mobile et en agence. Les rapports de suivi de la scolarité des étudiants et la santé des proches seraient transmis à l'envoyeur de fonds. Le deuxième est le data miner. Donc, le data miner est un outil d'analyse des transactions, des données transactionnelles des clients des clients. En regardant par exemple les transactions qui passent par les transferts d'argent. Les institutions financières ont des partenariats avec les opérateurs, mais disposent peu d'informations sur eux et leur comportement de leurs clients. Les migrants économiques cherchent à construire un avenir à leur pays d'origine pour eux-mêmes et leur famille pour l'achat des terres, la construction des maisons et l'investissement dans les services commerciaux. Les membres de la famille qui n'ont pas émigré veulent créer leur propre entreprise dans leur pays. Ils ont besoin d'un soutien financier et non financier pour passer à l'échelle supérieure. Donc, l'idée de ce service est de combiner des banques et des partenaires existants de transfert d'argent afin d'analyser les données pour mieux cibler les besoins des clients pour développer des produits. L'outil analyserait les comportements financiers des envoyeurs et des bénéficiaires tels que les fréquences, le montant, le corridor à travers des canaux de distribution. Les incitations pourraient être créées pour encourager l'épargne telle que la loterie au lieu des intérêts pour les dépôts minimums, par exemple. Et pour finir, les fonds entrepreneuriaux d'accès au crédit pour les jeunes consistent à mobiliser l'éthique pour mieux accompagner les jeunes dans la création et la gestion de leur entreprise. C'est un fonds d'investissement qui se destine aux membres de la diaspora passionnés d'innovation qui souhaitent soutenir la création d'emplois et l'autonomisation des jeunes dans leur pays d'origine.
Le fonds consiste d'une garantie de prêts adaptés aux besoins de financement des jeunes qui doivent être en contrepartie suivre un cours d'éducation financière et gestion d'entreprise sur leur smartphone qui leur permettent de cumuler des badges numériques de certification à la fin de chaque module. Les badges peuvent être utilisés comme score pour l'accès au crédit et les personnes ayant obtenu un score élevé peuvent se voir accompagnées par un mentor issu de la diaspora pour un accompagnement virtuel. Alors, quels sont les points importants à retenir? Donc, nous pourrons créer des meilleurs services si nous tirons parti des données en collaboration avec les partenaires locaux comme les fournisseurs de services financiers pour augmenter l'accès au crédit. Les campagnes de marketing doivent tenir compte des différents niveaux d'éducation numérique et financière à l'aide de la vidéo et des invitations vocales pour faciliter l'accès. Les campagnes doivent également s'attaquer aux perceptions relatives à la fraude et à la sécurité des données. Les partenaires avec les entités locales sera important pour regrouper des services ou pour faciliter les paiements et ça sera bienvenu. Donc, pour plus d'informations comme ça, c'était un tour vite fait. Vous pouvez bien consulter notre rapport qui sera en ligne. Donc, avant de passer à la section de questions-réponses, nous aimerions donner la parole à M. Doho, directeur régional de Small World. Small World, c'est un acteur majeur dans les transferts d'argent à l'international, basé au Royaume-Uni et soutenu par Keystone Partners Europe. Bonsoir, M. Doho. Bonsoir, madame. OK. Pouvez-vous commencer par vous présenter et nous présenter Small World en quelques mots? OK. Alors, je suis M. Do. Je suis le directeur Afrique du groupe Small World. Alors, qui est Small World? Alors, de façon brève, alors Small World est une société internationale qui est née sur les 15 dernières années et qui s'est spécialisée dans les paiements, donc dans le transfert d'argent. Small World a grandi par croissance externe. Ça veut dire qu'elle a grandi en rachetant des petites et moyennes entreprises dans l'industrie. Nous avons racheté Choice aux États-Unis, Suisse Français en Suisse, Uno en Italie, Universal de l'Ambiance en Espagne, et nous avons mis toutes ces sociétés sur une même plateforme qui s'appelle Omnex. Alors, la plateforme de Small World est une plateforme multicanale, aussi bien en envoi qu'en réception des fonds. Alors, le réseau de Small World, aujourd'hui, nous sommes présents dans 190 pays à peu près, avec un peu plus de 260 000 points de vente. Small World est un couloir entre le physique et le digital. Parce que nous avons, pour nos clients envoyeurs, ils ont la possibilité d'utiliser notre réseau en propre, d'aller chez nos sous-agents, d'utiliser notre canal web, nos centres d'appel ou nos applications pour effectivement émettre leur argent. Du côté du bénéficiaire, il a la possibilité de retirer en cash, sur le compte, sur la carte, sur le wallet. Okay. Voilà, de façon simple, ce que je peux dire sur Small World. Merci. OK, on vient de parler de nécessité de faire les partenariats. Et dans vos partenariats, avez-vous des exemples où vous avez fait la co-création pour aller plus loin avec les transferts? Alors oui, exactement. Puisque je vous ai dit que nous sommes une plateforme omnicanale, alors nous avons déjà un partenariat, je pense, classique avec le Kenya, avec M-Pesa. Ça, c'est pour le Kenya. Mais pour tout ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, on vient de signer Onatel au Burkina pour envoyer l'argent sur les wallets.
On a aussi un partenariat avec, qui est en train de se mettre en place avec Orange au Sénégal pour effectivement donner la possibilité à nos clients qui sont aux États-Unis, en France et même en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, de pouvoir envoyer l'argent et le récupérer directement sur l'application Wallet. Donc, ça leur donnera aussi la possibilité d'utiliser ce Wallet pour faire les petits services associés. OK, merci. On a vu avec la pandémie cette baisse de niveau de transfert d'argent. Et ça, quel était l'impact sur Small World et comment vous avez-vous adapté à votre activité? Alors, pour l'adaptation, nous avons suivi notre plan de continuité, effectivement, parce qu'effectivement, nous avons travaillé en télétravail pour la plupart, et effectivement, on a mis en place les mesures barrières comme pour nos agences qui sont ouvertes en propre ou pour nos agents. Donc, ça veut dire que on a doté nos magasins effectivement de gel hydroalcoolique, de max, etc. Et on a demandé effectivement que les clients respectent cette distanciation sociale. À côté de ça, nos agents ont travaillé pour le télétravail pour effectivement assister nos clients et faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture dans l'approvisionnement du service. Donc, le Covid, effectivement, a eu un effet effectivement négatif sur notre activité de cash to cash, donc qui est l'activité physique à cause de la fermeture, donc notamment de certaines agences, mais on a assisté à une explosion du volet digital qui, pour certains corridors, a cru, la croissance est allée jusqu'à 100%. Et qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous avez fait derrière pour avoir cette croissance? Alors, il y a eu des actions, effectivement, qui ont été faites sur le digital. Nous avons refait notre pricing parce qu'effectivement, le Covid étant, il fallait réagir face à la nouvelle situation. Donc, nous avons repricé notre offre et nous avons effectivement mis en place de la communication digitale à travers nos clients. En les sensibilisant par des SMS, par des messages, par des offres promotionnelles pour venir utiliser nos services digitaux. Et ça, c'est quelque chose de nouveau que vous avez fait, c'est ça? Exactement. Ça, c'est nouveau. C'est quelque chose qui est nouveau parce qu'effectivement, le Covid a surpris tout le monde et pour réagir à la baisse de ce que nous avons connu par nos opérations physiques, nous avons entamé effectivement la refonte de notre système digital. Et pour aller plus loin, nous planifions même encore pour cette année de redesigner notre site internet transactionnel pour le rendre encore plus convivial pour nos clients. OK, ça c'est bien parce que comme on a entendu dans notre étude, ça c'est vraiment pour l'utilisation parce que les gens trouvent que les systèmes sont compliqués. Par chance, avez-vous développé des vidéos juste parce que comme on a noté, le niveau de culture numérique est faible. Donc, avez-vous développé des vidéos pour assister plus de monde de s'adapter au canal numérique? Exactement. Je pense que Small World a un Facebook et on a même un blog sur notre site où vous allez voir effectivement tout ce que nous faisons en termes de sensibilisation, en termes d'information sur le digital. On a des vidéos pour nos clients sur comment vous pouvez envoyer chez Small World, comment envoyer sur le wallet, comment transférer l'argent sur le compte bancaire. Et je vais rentrer encore dans une anecdote parce que quelque chose qui est important et qu'on est en train de voir par rapport au Covid. Aujourd'hui, par exemple, sur le Ghana, qui aujourd'hui, la préférence de nos clients aujourd'hui sont complètement pour le mobile wallet. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a changé et qui n'existait pas il y a 6 mois de cela.
facilement. Donc, où voyez-vous des opportunités pour le secteur de transfert d'argent afin d'avoir un meilleur impact sur l'inclusion financière? Alors, je pense que ce qui est important aujourd'hui, parce que l'expérience qu'on a au Ghana et aujourd'hui dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, je pense que ce qui nous manque en Afrique de l'Ouest surtout, je pense que c'est de finir cette interopérabilité. Parce qu'aujourd'hui, je pense que Jim et moi devons jouer le rôle d'interopérabilité afin que l'ensemble des sociétés de transfert ou des banques, etc., puissent se connecter effectivement pour que le client bénéficiaire ait le choix de pouvoir recevoir l'argent sur son compte ou sur son wallet. Mais tout ça dans une interopérabilité. On assiste à ce qu'on voit au Kenya, ce qu'on voit au Nigeria, ce qu'on voit aujourd'hui au Ghana, parce qu'aujourd'hui au Ghana, l'acteur qui joue le rôle pour nous, c'est une société qui s'appelle Zipé et qui est capable de payer sur n'importe quel compte bancaire aujourd'hui au Ghana ou sur n'importe quel wallet au Ghana. Donc, ça pour mérite d'accélérer les opérations, de faire des paiements en temps réel et effectivement de répondre mieux aux besoins des clients. Donc, je pense qu'il faut pousser à l'interopérabilité, il faut créer plus de synergie et d'alliance entre les sociétés de transfert d'argent, les fintech et les sociétés de télécom pour effectivement une meilleure harmonisation et pour les besoins des clients. OK. Pour entrevues qui sont en dehors de l'Afrique de l'Ouest, dans la zone UMOA, en étant l'interopérabilité et dans le planning, normalement, c'était pour un début ce mois-ci pour les transferts personne à personne. Mais avec le COVID, le timing est ralenti un peu. OK. Alors, je vais aussi, et Smart World est en train d'aller plus loin parce que je pense qu'aujourd'hui, on a créé une société à part pour aujourd'hui demander la licence de monnaie électronique pour avoir notre propre wallet et participer, si vous voulez, à cet écosystème global qui va se créer. OK. Bon, on veut souhaiter bonne chance avec ça. On a besoin de plus de gens avec cette licence pour être capable de développer plus des services et des produits plus innovants, comme vous avez bien dit, qui correspondent aux besoins des utilisateurs. Donc, merci, Monsieur Doho. Bonne continuation. Et on va passer, je vais retourner à Rebecca. Merci Elisabeth, merci à tous les deux pour ces échanges riches en enseignements. Alors nous sommes en effet prêts à passer à la partie questions-réponses de notre webinaire. Je voudrais tous vous remercier pour votre patience et les questions que vous avez posées au cours de la présentation. Pour ceux qui souhaitent encore poser des questions, n'hésitez pas à la poser dans la boîte à questions sur le côté droit de votre écran. Alors, il nous reste 20 minutes tout pile, un peu moins. Donc, nous pourrons sans doute pas répondre à l'ensemble de vos questions, avant la fin de la session. En revanche, nous vous ferons un suivi par email. Alors, première question. Je pense, nous avons une question ici. La majorité des envois est-elle faite au niveau des guichets ou via les canaux digitaux? Peut-être que Leïla, tu peux répondre à cette question. Alors, est-ce que nous avons Leïla? Pendant qu'elle est en train de faire quelque chose avec son micro, on sait globalement que moins de 10% des transactions sont faites avec les canaux numériques. Et comme M. Doho vient d'annoncer, avec le COVID, on commence à voir un changement. Leïla? Oui, bonjour à tous.
Oui, alors donc pour poursuivre suite à Elisabeth, donc ce que nous avons observé, donc comme nous l'évoquions justement au début du webinaire, principalement l'usage en fait des services à 100% digital et notamment des applications mobiles et sites web pour les envoyeurs de fonds donc installés à Paris et sa région vers donc les 3 pays de réception qui étaient le Mali, le Sénégal et la Côte d'Ivoire se faisait principalement, enfin se faisait pardon via s'observer principalement sur le corridor sénégalais, notamment avec cette nouvelle application TapTapSend en partenariat avec Wari. Autrement, sur l'ensemble sur les 2 autres corridors, notamment donc le corridor France-Mali et France-Côte d'Ivoire, on avait effectivement donc, des acteurs tels qu'Orange Money avec le service ouvert de transfert international. Pour autant, et pour donc les raisons évoquées, les obstacles notamment évoqués liés à l'autonomie dans les démarches d'inscription et même d'utilisation du service, souvent liés à un manque justement d'éducation, un niveau d'éducation faible également, et un niveau d'éducation financière assez limité, faisait que pour beaucoup, justement, ces migrants qui utilisaient le service d'Orange Money se rendaient au sein justement de l'agence parisienne pour réaliser leurs transactions. Après, sur les corridors notamment régionaux, à savoir donc que nous avons interviewé des Maliens installés à Dakar et à Abidjan. Pour la plupart, sur le corridor Sénégal-Mali, il y avait un usage davantage de l'application directement sur téléphone ou via code USSD. Sur le corridor, par contre, Côte d'Ivoire-Mali, où là, on était quand même sur des migrants plutôt à faible revenu en comparaison aux migrants maliens interviewés au Sénégal. Là, par contre, on était davantage sur l'usage du service à travers un agent. Voilà. Merci Leïla. Si vous voulez des précisions, on pourra continuer la discussion par mail. Je vais essayer de prendre, vous avez posé pas mal de questions, donc je vais essayer de pouvoir les prendre. Monsieur Do, la seconde est pour vous. Est-ce qu'il y a des points, est-ce que Small World a des points de contact en Amérique du Nord? Oui, alors comme je disais dans mon énoncé préalable, je disais que Small World a grandi parce qu'elle a acheté des structures. Alors aux États-Unis, Choice Money Transfer nous appartient et Choice Money Transfer est spécialisé dans l'envoi de transferts des États-Unis vers l'Afrique francophone. Donc on a des points de vente et je pourrais mettre ça à disposition. Ok. On a des points de vente physiques, mais on a aussi l'application digitale qui est disponible. Super. Alors, restez unmute. Quelqu'un nous demande, j'aimerais aussi comprendre, les compagnies d'assurance n'ont-elles pas un rôle à jouer dans la sécurisation des opérations de transfert des fonds, à l'instar des partenariats que l'on peut nouer avec des sociétés de télécommunications? Monsieur Do, Alors, je vais juste répondre de façon factuelle pour dire qu'effectivement, nous sommes sur un projet comme ça avec une grosse compagnie d'assurance mondiale pour travailler effectivement sur l'assurance sur chaque opération de transfert. Donc, on est dessus et c'est quelque chose qui est dans le groupe avant la fin de cette année. Merci beaucoup. Alors, on nous demande si nous avons les données pour l'Amérique du Nord, États-Unis et le Canada. Leïla, peut-être que tu peux reprendre sur cette question-ci? Oui, bien sûr. Alors, pour justement rappeler un peu la géographie de notre étude, donc nous nous sommes attachés, donc à travers une étude là principalement qualitative, à analyser 5 corridors, donc 3 corridors internationaux, donc depuis la France et vers les 3 pays de réception ouest-africains, donc le Mali, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, et également donc 2 corridors intrarégionaux, celui du Sénégal vers le Mali et de la Côte d'Ivoire vers le Mali. C'était principalement donc justement des corridors, disons, francophones.
Donc l'étude s'en est limitée à ces corridors-là. Effectivement, bien que les corridors justement nord-américains, vers l'Afrique de l'Ouest et notamment vers le Sénégal soient très, très importants, nous avons fait le choix de rester, de nous consacrer effectivement au corridor, disons, France vers l'Afrique de l'Ouest. Merci Leïla. Alors, nous avons, Elisabeth, vous avez évoqué le marketing de recommandation. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce que vous entendiez derrière marketing de recommandation? OK. Marketing de recommandation, on sait que les gens font beaucoup plus confiance à leurs proches que les publicités des grands médias, par exemple. Donc, ça peut, par exemple, donner des points de fidélité ou quelque chose similaire à ça. Si quelqu'un fait une recommandation pour recruter des gens d'utiliser des services. Donc, comme c'est beaucoup par bouche à l'oreille, dans la campagne de marketing, il faut trouver des moyens pour donner des choses pour faciliter ça. Un bon exemple de ça, c'est, je sais qu'on revient toujours vers M-Pesa, mais M-Pesa au début, c'était difficile pour les recevoir d'utiliser les services. Donc, ils ont et comme compter sur l'envoyeur pour expliquer comment on fait ce transfert. Ils ont fait quelque chose pour l'envoyeur chaque fois qu'ils ont convaincu le receveur de s'inscrire et ouvrir leur propre wallet. Donc, pensez à utiliser ce système de recommandation pour inciter plus de monde à utiliser les canaux numériques. Comme ils font confiance de leurs proches, c'est mieux de voir comment vous pouvez utiliser ces canaux comme canaux de marketing. Merci Elisabeth. Alors, question suivante. Le choix d'une segmentation par type que nous avons, pour laquelle nous avons opté, donc de migrants temporaires, permanents et économiques, exclut-elle du coup les descendants de migrants, une nouvelle génération? Leïla? Oui, alors concernant justement notre échantillon, donc nous avions une répartition, donc notamment des migrants des trois diasporas, trois communautés de diaspora à Paris. Nous avions une répartition, disons, à 50% donc de migrants de moins de 35 ans avec une moyenne d'âge de 30 ans, qui étaient pour l'ensemble des migrants donc économiques ou temporaires, donc installés depuis moins de 3 ans ou entre 5 et 7 ans en France. Donc en ça, on est davantage justement dans des primo-arrivants. Là où sur l'autre partie de l'échantillon, on était sur des migrants donc, de plus de 35 ans avec une moyenne d'âge qui était de 45 ans. Et là, on était majoritairement sur des migrants de première ou de deuxième génération. Et là, dans ce sous-échantillon-là, on était également plus ou moins à équilibre. Voilà, donc pour répondre justement à la question, on est en grande majorité soit sur des primo-arrivants, donc qui recoupent justement la typologie et notamment donc les deux catégories de migrants temporaires et économiques, et autrement sur des migrants de première génération, donc très souvent âgés de plus de 50 ans, et le restant étant des migrants de deuxième génération. Merci Leïla. Alors, au regard des résultats des études, quel type de produits les services de transfert d'argent peuvent-ils mettre en place pour favoriser l'inclusion financière? Donc, peut-être que pour répondre à cette question, on peut avoir à la fois Elisabeth et Monsieur Dehaut. Monsieur Dehaut, vous voulez commencer, Elisabeth ensuite?
Monsieur Lehaut? Sinon, je peux commencer. Oui. Comme nous avons noté, aujourd'hui, il y a beaucoup de données qu'on n'utilise pas. Et donc, il y a des gens qui reçoivent régulièrement les fonds de la diaspora et peuvent utiliser ça comme pour commencer d'avoir un historique de crédit. Ça peut être utilisé comme garantie. On voit par exemple, il y a un service au Zambie, entre l'Angleterre et Zambie, que les gens en Angleterre servent comme garanteur pour accès au crédit pour les gens en Zambie. Zambie, je pense que c'est Zimbabwe, pas Zambie. Le fait qu'on a les fonds qui passent et par exemple, les opérateurs de transfert d'argent ont des partenariats existants aujourd'hui avec des banques, mais les gens retirent 100% de l'argent et ils n'ont pas besoin des fois de l'utiliser tout de suite. Donc, le fait d'être capable de mettre une partie dans un compte bancaire et de chercher les incentives de mettre une partie dans les comptes bancaires, ça peut aider. Et aussi le fait que, comme c'est régulier, si on peut utiliser ça pour cet historique, pas uniquement pour le receveur, mais pour les gens comme les migrants temporaires ou économiques, ça leur donne un historique aussi. Pour quand ils reviennent au pays, ça les aide d'avoir des produits plus sophistiqués avec les banques locaux. Monsieur Doro? Vous êtes là? Allô? Oui. Oui? Oui, allô? Oui? Allô, je vous écoute, hein? Vous Oui, la question c'était que qu'est-ce que vous voyez comme quel type de produits, de services, de transfert d'argent peuvent mettre en place pour favoriser l'inclusion financière? Alors, nous, je pense qu'aujourd'hui, l'avantage des sociétés comme la nôtre, c'est qu'aujourd'hui, on a une capillarité du réseau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est aujourd'hui un peu partout dans les pays dans lesquels nous opérons. Donc aujourd'hui, ce qui serait intéressant, c'est peut-être, comme je disais, l'association avec des structures comme des structures de microfinance qui sont des sous-agents de banque qui pourraient adapter leurs produits. Par exemple, ça pourrait être des produits de wallet, ça pourrait être des produits qui pourront aller directement sur des comptes dans lesquels des comptes qui auront un KYC qui est vraiment diligent, parce qu'effectivement, la problématique des KYC en Afrique pour des gens qui ont des revenus faibles est quand même problématique. Donc aujourd'hui, je pense que c'est en association avec d'autres prestataires, comme les microfinances surtout, que je pense qu'on pourra réussir à faire cette inclusion financière. Okay, je pense qu'on a le temps pour encore une dernière question. Alors, j'ai une petite question pour Monsieur Do. Vous avez parlé de l'Amérique du Nord. Quelqu'un voulait savoir si vous aviez des services également au Canada. Donc, je ne sais pas si c'était inclus dans votre réponse précédente. En attendant de voir si on a une... Ouais. La région qui gère l'Amérique du Nord est aussi en charge du Canada. Donc, on est aussi présent au Canada, aussi bien en réseau physique qu'en digital. Entendu. Il nous reste 3 minutes. Alors, on a une dernière question.
Et je pense qu'il y avait une question sur si on peut envoyer l'argent directement dans les comptes d'épargne. Donc, on a parlé un peu des partenariats et ce développement de partenariats. Donc, aujourd'hui, on voit, M. Doho a donné des exemples de cash to wallet. Avec les partenariats, avec les opérateurs téléphoniques, on peut épargner dans notre portefeuille. Il nous faut plus de partenariats pour faire ça. Donc, ça, c'est entre les sociétés de transfert d'argent et les banques. Monsieur Doho, avez-vous un exemple que vous avez un partenariat avec une banque que l'argent peut être envoyé directement dans leur compte bancaire? Alors, je pense qu'on assiste, parce qu'aujourd'hui, on assiste effectivement au développement de ce type de produit. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le Covid, on parle plus de wallet, mais aussi il faut parler de transferts qui vont sur le compte bancaire. On a des expériences avec les banques de l'habitat, la Banque de l'habitat du Sénégal, la Banque de l'habitat du Côte d'Ivoire, etc. Nous les représentons, par exemple, à New York, et nous aidons leurs clients de la diaspora à envoyer l'argent directement sur les comptes bancaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, et c'est un produit qui est de plus en plus demandé par des banques, parce que effectivement, les sociétés de transfert comme la nôtre sont en amont et en aval du système. En plus, qu'elles allient aussi l'agilité, parce que ça aussi c'est important, parce qu'il y a des structures de transfert qui ne le font pas, parce qu'elles sont moins agiles que nous. Donc effectivement, un des produits qui sont phares dans nos canaux, c'est les transferts sur compte bancaire. Et aujourd'hui, si vous prenez des pays comme le Ghana, le Nigeria, on a ce qu'on appelle le Instant Bank Deposit. Et c'est ce qu'il faut réaliser en Afrique de l'Ouest. Il faut que le fait de virer l'argent sur le compte soit instantané et qu'on n'attend pas 3 jours de délai pour avoir l'argent sur le compte. Donc, un produit adapté de banque déposit. Donc, lorsqu'on aura l'interopérabilité, je pense que ce service-là sera plus intéressant en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est un service que nous avons et qui marche très bien avec l'ensemble de nos partenaires bancaires. Merci, monsieur. On a tous une bonne espérance pour l'interopérabilité. Merci, monsieur. Merci à tous. Il nous reste 1 minute. Il y avait une dernière question très rapidement sur est-ce que Helix développe des applications FinTech? Avant de conclure, est-ce que vous voulez répondre à cette question? Est-ce que, pardon, j'avais pas compris la question, c'est pour moi. Oui, donc une chose que nous assistons avec toutes les sociétés, pas uniquement juste pour les applications FinTech, c'est d'utiliser nos méthodologies pour bien comprendre les comportements des gens pour développer des produits. Donc, la réponse est oui. Merci beaucoup. Très rapidement, parce qu'il nous reste 30 secondes, on a vraiment épuisé notre temps. Merci à tous de vous être connectés. Comme mentionné au début du webinaire, on donnera suite aux questions restantes via email. Je veux juste préciser que nous avons des webinaires régulièrement. Alors, n'hésitez pas à vous abonner au Hub ou nous suivre sur les réseaux sociaux pour nous rejoindre lors des futurs rendez-vous. Je vous remercie encore et prenez soin de vous. Bonne fin d'après-midi à tous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.